Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Paul-Albert Ivens, avocat de Thierry Herzog, mis en examen comme Nicolas Sarkozy cette nuit. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue, Maître Ivens, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, alors qu'on en a parlé vers minuit, 2h du matin. Vous avez assisté votre confrère et client Thierry Herzog tout au long de la garde à vue, pendant les 48 heures d'interrogatoire. D'abord, par qui il a été interrogé ? Bien, il a été interrogé sous le régime de la garde à vue par des policiers pendant 36 heures. Et après, par les juges. Il a été présenté ensuite au juge d'instruction. Comment vous diriez que la garde à vue s'est-elle déroulée ? Elle s'est déroulée de façon courtoise. De ce point de vue-là, les policiers, il n'y a rien à dire. Mais c'est une garde à vue, c'est-à-dire une mise sous pression, c'est-à-dire une coupure avec tout contact extérieur, c'est-à-dire la menace permanente éventuellement d'aller en prison. Il y a dans cet acte à l'égard d'un avocat quelque chose que je ne peux que réprouver. Alors, au même endroit et au même moment, Nicolas Sarkozy était également interrogé. Absolument. Est-ce que lui était accompagné devant les policiers d'un avocat ? À ma connaissance, il n'était pas accompagné d'un avocat, puisque son avocat, c'est Thierry Herzog. C'est d'ailleurs toujours Thierry Herzog. Mais dans cette affaire, Thierry ne peut pas l'assister, puisqu'il est également mis en cause. Et après, devant les juges, entre minuit et 2h30, qui accompagnait Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je crois qu'il a fait appel à un confrère. Il a été obligé de le faire devant cette inattendue présentation à un juge. Quel confrère ? Je pense que c'est mon confrère Pierre Haïk. Vous pensez, vous en êtes sûr, maître ? J'en suis sûr. Alors, Thierry Herzog reste-t-il libre et en même temps avocat d'abord ? Bien sûr, Thierry est toujours avocat, un grand avocat, je le dis au passage, qui pourra continuer d'assister M. Sarkozy et tous ses autres clients. Il est évidemment heureux de pouvoir continuer d'assister Nicolas Sarkozy compte tenu des procédures dans lesquelles il l'assiste. C'est-à-dire que dès ce matin, il peut retrouver à la fois son cabinet et son client Nicolas Sarkozy. Il peut le rencontrer s'il veut. Dès ce matin, il retrouve son cabinet et ses clients. Mais il n'est pas l'avocat pour l'affaire pour laquelle vous étiez interrogé hier. Pour des raisons purement déontologique puisqu'il est dans la même affaire. Et pendant les interrogatoires, est-ce qu'il y a eu une rencontre ou confrontation entre vous ? Il n'y a pas eu de confrontation entre les personnes qui étaient retenues dans les locaux de police, ce qui est d'ailleurs curieux et rend d'autant moins justiciable la garde à vue. Mais est-ce que vous contestez, avant de dire la procédure, le choix et la méthode de la garde à vue ? Oui, parce que vous avez affaire à un avocat, à un haut magistrat, à un ancien président de la République. Ce ne sont pas des gens qui vont prendre la fuite. Les faits qui leur sont reprochés sont parfaitement connus puisqu'ils ont été publiés par divers sites internet depuis plusieurs semaines. Il n'y a aucune raison de les entendre sous cette pression psychologique. Il y avait un usage constant qui était que les avocats mis en cause soient entendus par les juges d'instruction. Un ancien président de la République, c'est une première et à mon avis de façon parfaitement injustifiée. Oui, mais la justice s'impose à tous et Nicolas Sarkozy devient justiciable comme un autre. Mais je pense qu'un justiciable comme un autre ne devrait pas être en garde à vue dans cette affaire. Au surplus, s'agissant d'un ancien président de la République, et je n'ai pas de particulière sympathie pour lui, je le précise, mais c'est quand même quelqu'un qui représente la France. Vous imaginez ce que représente dans le monde entier l'idée qu'un ancien président de la République est dans les services de police. Non, c'est-à-dire que vous contestez. Je conteste la procédure et la manière dont ça s'est fait. Je considère qu'ils auraient dû être entendus par le juge d'instruction pour leur poser les questions qui leur ont été posées. D'abord, le reproche est double. Il y a trafic d'influence qui, s'il est avéré, peut être sévèrement puni. Ça, vous le savez mieux que nous. Oui, mais quand les faits seront connus, autrement que par les écoutes, on s'apercevra que ce qui est dans les écoutes est contrarié par les éléments matériels. Et on s'apercevra que tout ça, c'est une histoire de discussion entre amis qui est mal interprétée. Oui, mais dans des buts particuliers. Mais dans le but... Pour influencer quelqu'un, puisqu'on reproche à Nicolas Sarkozy d'être à la fois le donneur d'ordre et le bénéficiaire d'informations confidentielles qui le concernaient. Nous ne sommes absolument pas dans le cas d'une équipe ou de gens qui, par exemple, financent, corrompent quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, lui remettent une enveloppe, etc. Nous sommes dans des relations entre amis où on parle de choses et d'autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des relations entre copains, entre amis Parce qu'il n'y a rien dans les faits qui viennent à l'appui de l'accusation. Ce magistrat n'a pas été nommé à Monaco, vous le savez, vous avez vu le communiqué de la principauté de Monaco. Donc, aller dire qu'on a manœuvré pour qu'il soit nommé à Monaco est proprement absurde. Oui, autrement dit, en vous écoutant ce matin, c'est
une contre-offensive judiciaire qui est en train de se préparer bien pour sûr. s'organiser et s'exprimer. Mais bien sûr, parce qu'il y a dans cette affaire énormément de choses à contester et à dire, et nous sommes maintenant libres de le faire. Oui, mais est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les arguments? Est-ce que vous pourrez convaincre à la fois la justice et les Français? Sur le plan juridique, sur le plan de la procédure, je n'y reviens pas, l'illégalité des écoutes. J'y ajoute une écoute tout à fait scandaleuse et particulière que je découvre dans ce dossier. On est allé jusqu'à écouter et transcrire la conversation entre Maître Herzog et son bâtonnier après les faits et sa mise en cause publique. C'est-à-dire que le bâtonnier, qui est le confident nécessaire de l'avocat, auquel l'avocat doit se confier, eh bien, on l'écoute et on le transcrit. Eh bien ça, je trouve que c'est une première mondiale. Je n'ai pas d'exemple au monde d'une chose semblable. Et après, on va essayer d'opposer ces propos donc là encore, Thierry ce Herzog. matin, vous dénoncez la procédure. Je dénonce l'ensemble des écoutes et encore plus celle-là qui me paraît proprement inimaginable. Est-ce qu'elle émeut le monde judiciaire comme il y a quelques mois, et on l'avait entendu ici même, Pierre-Olivier Sûr? Je pense que mes confrères seront certainement aussi indignés que moi. Et la corruption active reprochée à Nicolas Sarkozy? Il n'y a pas de corruption active. Oui, vous êtes avocat, il n'y a rien, quoi. Non, mais non, la corruption, qu'est-ce que c'est? La corruption, c'est donner une enveloppe à quelqu'un. Il n'y a aucun transfert d'argent, il y a des discussions entre des gens qui sont des amis. Mais vraiment, vous verrez que dans ce dossier, au bout du compte, il n'y aura rien. Oui, mais ça va durer, ça va durer. Ça va durer. Nicolas Sarkozy mis en examen, et avec quel chef d'accusation précis, puisque maintenant vous avez l'un et l'autre, Maître Haïk et vous-même, connaissance du dossier. Alors, il y a une violation du secret de l'instruction qui est quelque chose d'extraordinaire dans ce dossier. Tout le dossier est dans le journal et nous sommes mis en examen du chef de violation du secret de l'instruction parce que Maître Herzog a communiqué à un haut magistrat qui commande dans les revues juridiques les décisions de justice une copie de l'arrêt de Bordeaux-Bettencourt que toute la presse avait. Et ce commentateur juridique, comme Maître Herzog, se trouve mis en examen. Je n'ai pas vu de mise en examen dans l'affaire des écoutes, je n'ai pas vu de mise en examen de tous les procès-verbaux et de celui qui sera publié très prochainement, j'en suis convaincu, de Nicolas Sarkozy. Vous parlez des écoutes. Est-ce que vous savez quand les écoutes ont été décidées? Où? Par qui? Alors, on le sait par le dossier, tout ça est public, puisque tout est dans le journal. C'est M. Tourner, juge d'instruction, qui, dans l'affaire de la Libye, c'est-à-dire pour des faits remontant à 2006 ou 2007, mais au-dessus de lui, personne? Non, je pense que les juges sont indépendants. Et alors après, en dehors des juges, qui a écouté ou qui a eu lecture des écoutes, à votre avis? C'est un problème qui me choque comme citoyen. Les policiers ont une double hiérarchie. Ils ont à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, même quand ils agissent sur commission rogatoire. Je ne peux pas imaginer, Madame Monteil l'avait dit, je crois, à votre micro, que lorsqu'ils écoutent, eh bien, ils ne rendent pas compte. Et donc, le chef de l'opposition a, pendant des mois, été entendu avec des comptes rendus probablement journaliers au ministre de l'Intérieur. Vous a-t-il semblé que les enquêteurs, Maître Evans, policiers et juges, faisaient leur métier sans acrimonie ou que la justice était d'une manière ou d'une autre politisée? Je pense qu'ils font leur métier, mais qu'ils le font avec excès, dans une affaire qui ne mérite absolument pas ce déploiement de force et de mesures de coercition. Vous avez parlé avec Thierry Herzog pendant la nuit, etc. Peut-être lui a-t-il parlé avec Nicolas Sarkozy. Vous avez peut-être parlé avec Maître Haïk. Dans quel état est Nicolas Sarkozy? D'après ce qui m'a été dit, il est tout à fait combatif, ça ne vous surprendra pas. Quant à Thierry Herzog, il a supporté cette épreuve avec la force et la détermination qu'on lui connaît. Non, mais quand vous dites combatif, Nicolas Sarkozy, parce qu'on dit qu'il est abattu, qu'il est inquiet des conséquences multiples judiciaires et politiques. Je ne crois pas que cela ressemble à Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il a connu d'autres épreuves de cette nature et il a toujours su se battre et d'après ce que vous savez, et faire une contre-offensive. Dernière remarque, est-ce que c'est de nature à dissuader ou à le décourager d'un éventuel retour en politique? Je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait connaissant le personnage. Voilà, et on a noté avec Caroline Roux et Thomas Soto tout à l'heure que certains des héros des ténors les plus importants de l'UMP sont restés étrangement, toutes générations confondues, silencieuses, en dehors de Bruno Le Maire et de Benoît Apparu, je crois. Je vois que vous écoutez attentivement Caroline Roux et l'info politique de Caroline tous les matins à 7h25 avec sur beaucoup Europe 1. d'intérêt. Merci Jean-Pierre Cabache, merci Paul Albert Ivens d'être venu ce matin sur Europe 1.